Lionel Rondouin, notre prochain intervenant, donnera peut-être d'ailleurs quelques réponses. Vous le connaissez, il intervient régulièrement chaque année. C'est un intervenant précieux pour l'Institut Iliade. Il est formateur. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il a fait carrière au sein de l'armée de terre, au sein des parachutistes des troupes de marine, puis dans l'industrie, qu'il connaît particulièrement bien. Je vous demande d'accueillir Lionel Rondouin. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais parler du travail de la souveraineté de la puissance. Alors, bien sûr, il n'est pas question de remettre ici en cause l'utilité des services, le secteur tertiaire, les services fournis à l'agriculture et l'industrie, ou les services fournis à la société en général, comme la santé, la justice, la défense. Ça serait complètement absurde. En revanche, et on l'oublie trop souvent, le secteur tertiaire et l'État ne peuvent être rémunérés et ne peuvent vivre que si les secteurs primaires et secondaires fournissent les biens nécessaires à la population et à l'industrie tout en créant de la valeur. Secteurs primaires et secondaires, l'agriculture, la pêche, les mines, l'industrie, la construction. Donc, il faut créer de la valeur. Et il faut ensuite qu'une partie significative de cette valeur créée se répartisse en revenus pour les producteurs et en bénéfices pour les entreprises. Et le tout est imposable à ce moment-là par l'État pour financer les services et les investissements publics. Or, notre société contemporaine a dévalorisé l'image des agents économiques producteurs, que ce soit les ingénieurs, les ouvriers, les paysans. Notre société les a appauvris, et ce régulièrement depuis 50 ans. Cela est la conséquence de la prétendue société de services, la conséquence aussi des délocalisations et de l'accaparement du bénéfice des entreprises qu'on appelle aujourd'hui pudiquement création de valeur pour l'actionnaire. Une économie de rente s'est développée au profit de la technostructure et sans création de richesse. Et c'est l'une des causes de la faible croissance des économies européennes et du recours à la dette publique. Alors je vais attaquer tout ce qui est bullshit, selon le vocabulaire de Graeber, qui a écrit ce ouvrage remarquable sur les bullshit jobs, créant ainsi le concept. Alors je vais commencer par les bullshit jobs. Au cœur de nos problèmes se trouve la multiplication des bullshit jobs depuis les années 90. Ce sont les emplois inutiles. Leur utilité théorique n'est pas en cause. Le problème qu'ils posent, c'est leur prolifération. Si on prend un exemple, un contrôleur de gestion assume une fonction utile, qui est de détecter le plus tôt possible, un écart entre une prévision économique et la réalité constatée à un moment T. Cette constatation permet à l'entreprise ou à l'institution, quelle qu'elle soit, y compris publique, de mettre en place des mesures correctrices. Mais lorsque l'entreprise ou la collectivité ont une population démesurée de contrôleurs de gestion, alors apparaît une dérive. Une dérive qui revêt deux aspects. Le premier aspect est opérationnel, c'est une exigence croissante de compte-rendu, de reporting qui monopolise l'encadrement au détriment du reste. Et le second aspect est financier, c'est qu'à partir d'un certain moment, le coût de ces suivis finit par excéder le bénéfice potentiel qu'on en attendait. Oh, les exemples sont multiples. Aujourd'hui, la qualité de service de la SNCF est déplorable. Soit par manque d'opérateurs directs, par exemple des conducteurs, soit par défaut des fonctions support liées à la production, par exemple l'entretien des voies. Et le remède, entre guillemets,
trouvé par l'institution consiste dans le gonflement démesuré des moyens alloués à la communication. Plutôt que d'entretenir les aiguillages, il serait donc plus moderne de développer des applis qui expliquent aux voyageurs qu'ils arriveront en retard. On remarquera que le recours à la communication est une constante de toute institution en voie de déshérence. Ça concerne aussi l'Élysée. Donc les bullshit jobs, ce n'est pas des boulots de merde. Je vais être direct. Après tout, bullshit, en américain, ça veut dire la bouse de vache. Les bullshit jobs ne sont pas des boulots de merde. Un boulot de merde, c'est un travail pénible, mal rémunéré, dévalorisé socialement. Un bullshit job, c'est un travail à la con. Un travail inutile qui peut être très bien payé, et les titulaires d'emplois à la con gagnent généralement mieux leur vie que les vrais producteurs. Le Covid-19 a mis en lumière l'inutilité relative d'un certain nombre de gens qui pouvaient poursuivre leurs fonctions en télétravail. Et il est apparu qu'un infirmier est plus indispensable à la société, collectivement parlant, qu'un directeur du marketing de marque chez Sephora ou un communicant à la mairie de Paris. Alors pourquoi les personnes possiblement en télétravail continuent-elles à gagner plus d'argent que les agents économiques indispensables en continu au bon fonctionnement de la société? Il y a là les conditions d'une nouvelle lutte des classes. Sur ce sujet, je vous renvoie au travail remarquable effectué par Tatiana Ventose. Cette personnalité de gauche a contribué à l'époque à la création du parti de gauche, qui est devenu LFI depuis, avant d'ailleurs, je parle de Tatiana Ventose, d'appeler à voter Marine Le Pen en 2022. Et dans un ouvrage paru en 2024, qui s'appelle « Il est venu le temps des producteurs », Tatiana Ventose développe les principes d'une nouvelle lutte de classe, celle contre les rentiers du système. Alors pour ceux qui parleraient d'utopie, on remarquera que sa démarche, je parle de Tatiana Ventose, est très très proche des constats et des conclusions de l'américain J.D. Vance dans son essai « La complainte du plouc », Hillbilly Elegy. Et que J.D. Vance, loin d'être un raté rêveur, est actuellement vice-président des États-Unis. Donc il y a des rentiers. Pour autant, les rentiers sont-ils heureux? Pas forcément. Il faut distinguer entre les rentiers opulents et les rentiers du bas de l'échelle. Les rentiers opulents, c'est les communicants, les grands artistes subventionnés, les membres du CESE, les conseils de la présidence de tel ou tel groupe coté. Les rentiers du bas du système, c'est des gens qui appartiennent aux classes intermédiaires ou qui sont carrément dans le bas de l'échelle sociale. Et chez ces derniers, les petits rentiers, sévit un nouveau phénomène, la démission au travail. Certains se reconvertissent. Ils entament à la quarantaine l'apprentissage d'un métier manuel, souvent, dont la production concrète, sensible, donne un nouveau sens à la vie, le sens de la belle ouvrage. Ça va de la menuiserie à la ferronnerie en passant par la conserverie. Et les motivations à la reconversion, dans ce cas, sont souvent accrues par la perspective de revenus plus élevés que précédemment, car un plombier capable et travailleur gagne mieux sa vie qu'un prolétaire en col blanc. D'autres, qui ne se reconvertissent pas, sombrent dans l'inactivité subventionnée et représentent le prolétariat des rentiers, maintenu à flot par l'assistanat public. Mais l'immense majorité des salariés ne démissionnent pas. Pour aller où? Les autres entreprises ne payent pas mieux. Et la révolte contre l'institution prend alors une forme de démission invisible qui consiste à quitter de facto l'entreprise en n'y faisant qu'acte de présence. Cette désespérance n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le burn-out.
l'épuisement dû aux cadences, au stress, à un management toxique. Non. Cette désespérance relève d'un concept nouveau apparu en 2007 et extrêmement pertinent qui s'appelle le bore-out. Il désigne un empoisonnement professionnel dû à l'ennui. Une prise de conscience de l'inutilité économique ou sociale de la fonction exercée et par là même de sa propre inutilité en tant qu'être humain dans la société. Alors à la question, les rentiers sont-ils heureux ? Ben, ce n'est pas forcément. Mais ça n'a pas seulement une dimension psychologique et individuelle. La névrose professionnelle pèse sur l'économie globale et les finances publiques. Se conjugue ici le manque à gagner des entreprises, et donc aussi d'ailleurs la rentrée fiscale induite pour l'État, et le coût social accru au niveau des finances publiques. RSA, coût dû à l'usage d'anxiolytiques, aux pathologies que cause la somatisation du sentiment d'inutilité. Ces surcoûts collectifs plongent les finances publiques tout autant que le manque à gagner fiscal. Par effet de ciseaux, baisse de la ressource fiscale plus hausse de la dépense sociale, le seul recours de l'État s'appelle la dette. Parlons maintenant un instant des normes. L'Europe est entrée dans les années 2000 dans une phase de stagnation durable, peut-être centenaire. Le roi est nu. Alors, à défaut d'un manteau d'hermine, trouvons au moins à l'État un cache-sexe. Ça s'appelle les normes. Dans une économie qui ne produit plus suffisamment de biens primaires et secondaires et qui, par ailleurs, ne crée plus d'emplois, comment peut-on habiller la vérité ? Mais il suffit de créer des entreprises et des emplois parasitaires. Les normes sont, entre autres, des impôts déguisés. On va prendre un exemple. Le contrôle technique automobile. L'instauration du contrôle technique automobile vise au recyclage d'une main-d'œuvre qui devrait naturellement se consacrer à des activités productrices ou productives. Les employés du contrôle technique sont en réalité des chômeurs de l'industrie. Mais il n'y a plus d'industrie, donc il y a des chômeurs, donc on les recycle. Mais on les fait indemniser, non pas par l'État, et donc l'impôt direct, mais par le consommateur grâce à une norme. Le contrôle automobile est un impôt déguisé en prestation de services marchands qui indemnise des chômeurs de facto sans intervention apparente de l'État. L'impôt est ainsi invisibilisé et donc moins coûteux pour l'image de la classe politique. On peut aussi générer artificiellement de l'activité par tout un tas d'autres normes. C'est ainsi qu'on a promu le diesel pour sauver la planète, puis l'essence, puis enfin la propulsion électrique. Sous couvert de préoccupations vertueuses, on veut forcer le marché à renouveler sans cesse un parc automobile qui n'est pas arrivé à son obsolescence. On notera par ailleurs que le système, lui, n'hésite pas, si nécessaire, à s'affranchir de ses propres normes. Les travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont pu se mener grâce à l'affranchissement du chantier de toutes les réglementations administratives. Et il en ira de même pour la reconstruction de Mayotte. Pas de normes. Ce que démontrent ces exceptions, c'est bien que les normes, les contraintes, les surcoûts qui pèsent sur les chantiers ordinaires ne visent qu'à créer de la dépense injustifiée et des emplois fictifs. On peut avoir aussi des bullshit products, les produits à la con. Dans la même logique de créer artificiellement une demande, le système a imposé dans l'esprit des consommateurs une illusion technologique. Le marketing s'est substitué à la véritable innovation technique, alors que l'innovation technique, je le rappelle, est orientée vers l'optimisation de la production et l'offre de produits nouveaux et utiles.
Mais comme tout le monde ne sait pas le faire, on a vu proliférer des bullshit products, des produits à la con. L'économie contemporaine est le règne du gadget. Et on présente sous une forme marketing comme des innovations, des simples fonctions dont l'utilité fondamentale est souvent douteuse. L'industrie automobile est, je pense, un bon exemple de cette dérive. Comment expliquer la multiplication de fonctions sur les véhicules automobiles dont le principal résultat est seulement l'augmentation constante du poids des véhicules et de leur encombrement? Je vais prendre un exemple. Une BMW série 3. Il y a 50 ans, elle pesait 1100 kilos. Aujourd'hui, 1700, soit 50% de plus. Les conséquences en sont renchérissement constant du produit, augmentation de la consommation à cause de la masse déplacée, augmentation de la pollution par l'usure des pneumatiques, etc., 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 etc. Et le mirage de la voiture électrique polluante, lourde, vient parachever aujourd'hui le tableau. Alors, en réponse à ces remarques un peu désagréables, on arguera que les produits à la con soutiennent l'activité en entretenant un certain niveau de consommation et donc de production et donc d'emploi. Cet argument, souvent utilisé, mérite un examen. En réalité, aujourd'hui, le système se heurte à des limites, dont certaines limites sont techniques et d'autres purement économiques et financières. Je vais prendre à nouveau sur les limites techniques l'exemple de l'industrie automobile, dont je rappelle qu'elle reste le principal employeur en Europe. Ça durera ce que ça durera, mais l'automobile est le premier employeur en Europe. Alors, les licenciements récents, les fermetures de sites ont fait la une des médias, et la plupart des médias ont fait porter la responsabilité du phénomène à la hausse des coûts de l'énergie. Donc c'est la faute à Poutine. Ce facteur n'est pas anodin, mais il n'explique pas tout, loin de là. En Europe, on sait de moins en moins produire. La chute des ventes provient aussi d'une baisse de la qualité et d'une baisse de la fonction d'usage pour le consommateur. Tous les vieux Africains ici ont connu des 404 Peugeot qui avaient 500 000 km au compteur. Aujourd'hui, un moteur moderne, ça casse en 45 000 km. Bien. Les marques françaises jouissaient encore, dans les années 2010, d'une réputation de fiabilité. Aujourd'hui, et là je vais me reporter au classement 2023 de Euroconsumers, qui est vraiment la référence en la matière de qualité perçue dans l'industrie automobile, le classement de Euroconsumers met une seule marque européenne dans le top 10 des marques automobiles. C'est Audi. Les 9 premières marques sont asiatiques. Où sont BMW, Mercedes, Peugeot, Renault? Dans le fond du classement. Les causes de ce désastre sont multiples et relèvent toutes des conditions d'exercice du travail de production. En premier lieu vient la délocalisation des sites de production. Le découplage entre les lieux de conception d'une part et les lieux de production d'autre part provoque une perte de retour d'expérience. Les Européens, y compris les industriels, oublient que les méthodes se trouvent au cœur d'un système industriel. Et les méthodes, c'est l'interface entre la recherche et le développement et la production. Et on a oublié ce que c'est que les méthodes. Et les méthodes sont où? Quelque part dans l'avion. Ce sont des ingénieurs qui font la navette de manière stérile entre les lieux de production et les lieux de conception. Eh bien, c'est de cela, du fantasme d'une société sans usine qui est morte, entre autres, Alcatel,
Encore une autre raison technique, le cost killing. Le cost killing, la chasse au coût, provoque la baisse de qualité des composants. Les acheteurs industriels sont tyrannisés par leur direction pour tenir des objectifs de marge. Pourquoi ? Pour que la boîte puisse afficher des résultats financiers flatteurs, distribuer des bénéfices et donc faire monter les cours de bourse de l'entreprise. Où l'on voit que la notion de création de valeur pour l'actionnaire est profondément destructrice de l'entreprise et par conséquent des emplois. Autre raison, la course au renouvellement précipité des modèles provoque une pression sur les ingénieurs pour court-circuiter les procédures qualité. Ah, il faut aller vite. Cela réduit, théoriquement du moins, sur le papier, le coût des développements, mais cela provoque en réalité des surcoûts économiques considérables. Rappel massif de véhicules, perte d'image de la marque, perte de chiffre d'affaires. Dans le groupe Stellantis, Peugeot et tout le reste, c'est à cause de cette logique, poussée à son paroxysme, que le génial PDG Carlos Tavares a été débarqué de son poste le 1er décembre dernier. Il n'y a pas d'autre raison. Problème de qualité, cost killing. Alors que retenir de ce désastre ? Les causes premières, on vient de le voir, sont techniques. Mais les causes ultimes sont économiques. C'est la course au profit court terme. Et c'est plus profondément politique, avec le découplage entre une identité de marque ancrée dans une image nationale et une pratique industrielle mondialisée. On fait le grand écart. Mais il n'y a pas que ces problèmes techniques. Le système se trouve aujourd'hui confronté, et de plus en plus gravement, à ses limites économiques et financières globales, et ça s'appelle la dette. Au sein de la fonction publique, la multiplication des strates et la multiplication des boulots à la con, des doublons, des triplons, on ne sait plus calculer, c'est une manière aussi d'habiller les chiffres de la nation. N'oublions pas que la définition du produit intérieur brut inclut le chiffre d'affaires, entre guillemets, de l'État à son coût de production, c'est-à-dire qu'il inclut les rémunérations des employés de l'État. Mais il convient d'y ajouter aussi les rémunérations, les émoluments des personnels associatifs, pour une grande part, car la majorité des associations est totalement ou partiellement subventionnée par l'État, et donc par l'impôt ou par la dette. Les salariés des associations subventionnées constituent une 4e fonction publique illégale, anticonstitutionnelle, car le droit ne connaît que 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. Il faudra bien un jour y porter remède. À tout cela s'ajoutent, bien entendu, les dépenses et frais de fonctionnement des comités, commissions, hautes autorités et autres. Mais c'est une impasse économique, car encore une fois, c'est des 2 premiers secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, et c'est des services rendus aux entreprises de ces 2 secteurs que sort la valeur ajoutée. Le reste, c'est de la distribution de valeur ajoutée. Mais ce n'est pas de la création de richesse. Dans les années 80-90, il n'y a pas longtemps, l'agriculture représentait encore 5% du PIB. Maintenant, c'est moins de 1%. C'est le résultat d'une volonté politique de sacrifier l'agriculture et les agriculteurs à une société de services ouverte sur le monde. Et les outils du massacre agricole s'appellent les normes, les jachères et la tyrannie bureaucratique des rentiers du système. Alors, j'en finirai par là. Il est évident que notre avenir économique est compromis, et en tout cas l'avenir financier est compromis. Le redressement passe bien sûr d'abord par une remise en cause du périmètre et des modes de fonctionnement de l'État.
La nouvelle lutte des classes est en réalité une lutte entre les producteurs et les rentiers. C'est une lutte moins de classe que de fonction. Les rentiers, c'est ceux de l'industrie financière qui détournent le capital disponible de l'économie réelle vers l'économie virtuelle. Il y a aussi tous les autres rentiers qui prolifèrent dans l'économie privée, qui prolifèrent dans l'État, les créateurs et les contrôleurs de normes, les communicants dont le métier n'est que de promouvoir les produits à la con pour entretenir ce système artificiel. Mais voyons bien que ce sont les dirigeants français qui ont désindustrialisé la France, réduit l'autonomie agricole du pays, appauvri les producteurs. Ce n'est pas une loi de nature. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Or, des actions sont possibles, je ne vais pas entrer dans ce domaine, mais le principe de ces actions est connu depuis des siècles. Depuis l'encouragement de l'industrie de la tapisserie par Colbert, à la promotion par Napoléon du sucre de betterave pour remplacer le sucre de canne à cause du blocus. Tout cela suppose une mutation culturelle en réalité et une mise en cause par nous, par la société, de tout ce qui est bullshit, de tout ce qui est à la con, inutile. Il faut remettre au cœur du choix économique et de l'acte d'achat, y compris du consommateur final, la notion d'utilité. Ce qui importe, on peut discuter, mais ce n'est pas le sucre de canne, c'est la fonction gustative de l'édulcorant. La sobriété technologique était à l'origine de l'émergence d'une très bonne idée, d'un beau concept, la marque Dacia dans les années 90. Les pièces de Dacia, de la première Dacia, étaient des produits mûrs, techniquement, parfaitement maîtrisés en production, avec un taux de déchets pratiquement nul, et avec des outils de production qui étaient amortis financièrement, certains depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai fabriqué des pièces de Dacia avec des outils de R16. On va vous dire si c'est amorti financièrement. C'était une bonne idée. C'est la base même du concept de sobriété. Et en réalité, je crois bien que nous sommes les seuls vrais défenseurs de l'économie durable, d'une économie sustainable, qui peut durer, qui est soutenable dans le temps. Donc, nos mots d'ordre pourraient être retour au réel, à ce qui remplit la fonction. Chasse au bullshit, qu'il soit bullshit job, bullshit product, on oublie. Utilité, sobriété, durabilité, souveraineté, relocalisation, proximité, comme l'a dit tout à l'heure Victor Aubert, entre la production et la consommation. Ce n'est pas la décroissance, non. La décroissance, c'est moins. Ce n'est pas la décroissance, c'est une réorientation. C'est autre chose. Je n'ai pas dit moins, c'est autre chose. Ce à quoi nous aspirons n'est pas un appauvrissement, mais un changement de direction vers un autre destin. Remettre la notion de travail productif au cœur du débat politique, social et géopolitique est donc un impératif. Bien entendu, vous l'aurez compris, il n'est pas question de viser à une utopie autarcique au niveau d'une nation comme la France, qui est pauvre en certaines ressources et pauvre aussi en certains savoir-faire, il faut le dire. On ne vise pas ici à faire pousser du café en Moselle. Il faut arrêter de caricaturer les gens et les idées. En revanche, on est très certainement au cœur de ce que pourrait être demain une économie française et pourquoi pas européenne, affranchie de ses dépendances les plus criantes. Je vous remercie. Merci Lionel Rondouin.